Alors, je démarre avec le GR1. Il y a peut-être un petit fil rouge qui s'écrit derrière, c'est potentiellement valider tous les GR de France, avec mes sandales. Je trouve ça tellement important et trop souvent négligé, que ce soit dans le monde du sport, mais aussi dans le monde de l'entreprise. On parle performance, performance, performance. OK, on peut peut-être aller vite, on peut peut-être courir, 200 bornes sur une course. Par contre, courir sur 7 jours et faire 80 kilomètres tous les jours, ouais, même sur 7 jours, s'il y a pas le bien-être derrière, ça craque, quoi. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peace and Flow. Aujourd'hui, j'accueille Nicolas Anger-Muller, un coureur à la philosophie minimaliste, surtout connu pour courir en sandales. Et non, il ne s'agit pas d'un pari perdu entre amis. Dans cette entrevue, il revient en détail sur la réflexion qui l'a mené à faire ce choix-là, et pourquoi il ne reviendrait en arrière pour rien au monde. D'ailleurs, peut-être que comme moi, cet épisode fera germer l'idée de vous y mettre vous aussi. Parmi tout ce que vous allez découvrir dans cet épisode, pourquoi adopter une approche plus minimaliste de la course à pied peut vous permettre d'être en meilleure santé, le prochain gros défi qu'il s'est lancé pour 2024 et le message qu'il souhaite véhiculer à travers cette aventure-là. Et pour finir, une double anecdote sur l'abandon en course à pied et le regard que l'on doit porter dessus. Sur ce, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier mon entrevue avec Nicolas Anger-Muller. Bonjour Nicolas, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Elodie. Est-ce que tu peux te présenter pour démarrer s'il te plaît ? Du coup, je m'appelle Nicolas Anger-Muller, j'ai 31 ans. Je suis originaire de Lorraine. Anger-Muller, c'est pas. On voit bien les consonances allemandes. Donc voilà, donc j'ai grandi en Lorraine. J'ai fait mes études à Strasbourg d'ingénieur. Après, j'ai bossé pendant 6 ans à Paris dans une boîte d'énergie renouvelable avant de me réorienter complètement à peu près au moment du Covid, où je me suis posé beaucoup de questions sur ma vie en général. Puis ma compagne habitait la Bretagne, du coup je me suis dit, bon, c'est le bon moment pour sauter le pas. Et j'ai sauté le pas sur plein de choses. Donc j'ai démissionné de mon boulot, je me suis reconverti dans du coaching en préparation mentale. Je suis venu habiter en Bretagne. Là, on a acheté une maison, on est en train de tout retaper quasiment tout nous-mêmes, mis à part tout ce qui est gros œuvres. On devrait finir normalement fin 2024. Voilà pour parler hors sport, globalement ma vie actuellement. Ok. Et concernant le sport, du coup, est-ce que tu peux raconter un petit peu, toi, c'est quoi ton histoire avec le sport et pourquoi tu en es venu à la course à pied et au trail en particulier ? Très bien, ouais, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours fait du sport. Mes parents m'ont toujours inscrit à des clubs à droite à gauche, et j'ai plutôt commencé avec de la gymnastique étant petit, jusqu'au collège à peu près. J'aimais beaucoup ça, mais au collège, j'étais plus que le seul garçon du club. En tout cas, à mon niveau, je pense que j'en avais un peu marre de m'entraîner tout seul, et voilà, j'ai voulu changer de sport, et puis c'est un peu naturellement que je suis allé vers la course à pied parce qu'il y avait un groupe sympa et avec lesquels j'ai passé de bons moments, quoi, et j'ai découvert la course à pied. Et c'était direct du demi-fond, donc de la piste, du cross. Après les études sont arrivées, j'avoue que j'ai un peu fait moins le sport. J'ai plus profité de la vie étudiante, tout en maintenant quand même une activité, et j'ai plutôt repris, justement à Paris, avec, mes collègues de bureau qui couraient tous, et là, j'ai plutôt découvert les courses sur route, donc 10 kilomètres, semi, les marathons, après les premiers trails. Et j'ai commencé les ultras, quand j'ai démissionné, et du coup, j'avais un peu plus de temps et surtout l'envie de faire des courses plus longues. Donc j'ai commencé à faire des ultras, toujours très progressivement. D'abord, 50 km, 80 km, plus de 100 km, et jusqu'à récemment, j'ai fait l'Infernal Trail des Vosges, qui est un 215 km et 10 000 mètres de dénivelé positif, donc j'ai fait en septembre dernier. Et à côté de ça, donc il y a toujours les courses, les grandes courses, ça j'aime bien m'inscrire, challenger avec d'autres coureurs, mais aussi des défis perso, des défis sportifs perso. Le premier que j'ai lancé comme ça, c'était au moment du deuxième confinement, où on était bloqué à 10 kilomètres autour de chez soi, et j'avais un trail de prévu. Bon, je m'étais entraîné pour ça me gavait un peu de laisser tomber toute cette prépa là pour rien, et du coup je me suis dit, bon, en fait je vais faire la boucle de 10 kilomètres autour de chez moi. Donc je suis parti de chez moi, j'ai fait 10 kilomètres et j'ai fait tout le tour, et de nouveau 10 kilomètres. Donc
vu que c'est pas tout droit parce que, bah, fallait suivre les routes, ça m'a fait 130 kilomètres au final, donc c'était mon premier défi un peu comme ça tout seul et après j'en ai fait d'autres, que ce soit, tout seul ou accompagné. J'avais fait le tour de la forêt de Brocéliande qui est à côté de chez moi avec un copain. Là, en début d'année, en mi-janvier, avec, 2 coachés que j'ai eus, on s'était lancé le défi de relier toutes les rues du Monopoly en courant dans Paris. C'était assez fun et voilà, en fait, j'aime beaucoup, ces formats, hors course, voilà, qui correspond plus à je pense, à mon image et puis surtout, je le fais quand je veux, je me programme quand je veux, je suis pas dépendant d'un organisme à côté et ça, je pense que c'est ultra important aussi, en tout cas pour mon bien-être de la course à pied. Ouais, je suis d'accord. Tu as dit que tu avais testé un petit peu plusieurs distances, que progressivement tu étais allé vers du plus long. Aujourd'hui, est-ce que tu as des distances, favorites ou c'est un petit peu le mix des 2 qui t'intéresse? Alors je préfère les courses longue distance. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, il y a une autre dimension qui entre en ligne de compte, c'est la gestion, pas que la gestion de l'effort, il y a la gestion de l'alimentation, la gestion du sommeil. Heu, J'en ai pas parlé, mais je fais aussi maintenant des, challenges sur plusieurs jours. Donc souvent, il y a plusieurs courses dans le week-end. Bon, bah, moi, je cours le samedi et le dimanche et il y a un challenge sur les courses et ça, je trouve ça encore une autre dimension parce qu'il faut récupérer entre les 2. Donc voilà. En fait, j'aime beaucoup cet aspect, gestion qui, en fait, pour moi, plus on fait de la longue course comme ça, plus on se rapproche d'un on va dire la gestion de vie, mais c'est de la gestion de vie très condensée sur une course et puis voilà, faut un peu tout maîtriser. Donc j'aime beaucoup les formats longs, mais pour contrebalancer, j'aime aussi les courses, rapides, plus courtes pour, bah, déjà pour s'entraîner, pour varier un petit peu. Donc je fais aussi bien maintenant du, 10 kilomètres, du semi, du marathon, des trails. Avant, je m'arrêtais plutôt au marathon et là, récemment, je me suis dit: «Bon, bah, je vais quand même, me lancer sur des courses plus courtes», pour une bonne raison. Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé encore, on en a parlé en off, mais c'est que je cours en sandales minimalistes depuis, 2 ans maintenant. C'est pas un pari perdu entre copains, non. C'est pas non plus pour faire mon intéressant sur les réseaux, c'est vraiment une démarche, raisonnée derrière et bah, d'ailleurs, tu as eu plusieurs invités, à ce sujet-là qui parlent de la clinique du coureur ou du livre Born to Run. En fait, ça vient de là où, bah, j'ai lu les études de la clinique du coureur, enfin leur condensé d'études, qui parlaient du minimalisme. Ils ne parlent pas forcément de la sandale, mais du minimalisme. Donc ça m'avait déjà mis une petite puce à l'oreille, pour ça et du coup, bah, voilà, depuis 2 ans maintenant, je cours en sandales et le but là, du coup, cette année, de repasser sur des 10 kilomètres semi, c'était de battre mes chronos que j'avais en chaussures et les battre en sandales. Ce qui est chose faite parce que 10 kilomètres semi, ça c'est bon. Maintenant, il me reste plus que le marathon et je prépare le marathon de Paris, donc au moment où on enregistre, je suis en plein dans ma préparation. Mais voilà, dans un mois, si tout se passe bien, j'ai plus aucun record en chaussures, mais que des records en sandales. J'allais y venir justement, j'étais surprise que tu l'évoques pas pendant pendant ta présentation. Moi justement, c'est suite à ton record sur 10 kilomètres, je crois que je t'ai contacté. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles ont été tes 1ères expériences, en course en sandales? Et voilà, qu'est-ce qui t'a vraiment plu, dans cette démarche? Très bien. En fait, ouais, pourquoi je me présente pas souvent tout le temps, via sandales? Je fais juste cette petite aparté là, c'est que, bah, j'ai souvent tendance à dire: «C'est pas la chaussure qui fait le coureur», donc voilà, on parle de plaque carbone, on parle de chaussures, machin chose, bah, pareil les sandales, c'est cool, on le met en avant, on le voit vite, mais ouais, ce qui fait que je fais de la course à pied, c'est pas forcément sandales, c'est le plaisir de courir avant tout et bon après on y vient forcément aux sandales parce que ça interpelle. Alors pourquoi je suis venu aux sandales? Donc déjà, bah, il y avait la clinique du coureur, ça j'en ai un petit peu parlé, mais en fait ce qui m'a vraiment fait basculer, c'est que j'ai une sensibilité à, bah, tout ce qui est écologie. Heu, bon ça se voit déjà dans le métier que je faisais, dans les énergies renouvelables, mais même au-delà de ça, j'essaie de faire plein de petits gestes dans la vie de tous les jours bah, pour limiter mon impact, sur la planète et bah, dans la course à pied, il y a les chaussures et si on écoute déjà les fabricants de chaussures, faudrait, bah, changer ses chaussures, régulièrement. Tous les, je sais pas 700 ou 800 kilomètres selon les marques. En fonction de certaines marques, ça peut être même, 200-300 kilomètres. Je trouvais ça aberrant, surtout, bah, quand je commence à faire des ultras et que ma course fait 200 kilomètres, si je dois l'acheter tous les tous les 700-800 kilomètres, non. Heu, du coup, ma démarche, dans un premier temps, c'était, bah, de trouver une chaussure soit qui soit plus résistante,
soit ou je sais pas, hein, s'il y avait eu une possibilité de changer juste on va dire le matériel cassé dans la chaussure. Sauf que le problème, un matérie enfin la chaussure, quand il y a l'amorti, bah, changer l'amorti, c'est compliqué. Quand le mesh est cassé, donc le mesh, c'est le petit tissu qu'il y a au-dessus de la chaussure, bah, quand celui-ci il est cassé, bah, on peut un petit peu réparer avec, du fil, mais très vite ça se recasse et en fait, bah, ça déforme la chaussure. Au bout d'un moment, bah, ça devient dangereux même de courir avec. Hem, donc en fait, voilà, donc en fait, je cherchais une chaussure, plus écolo et j'ai pas trouvé, bah, chaussures qui me conviennent et puis, bah, je suis de nouveau retombé sur un article de la clinique du coureur et cette fois-là avec un gars qui courait en sandales et bah, je me suis intéressé plus à la question à ce moment-là. Parce que, bah, s'il y a moins de matériel, il y a moins de chances que ça casse. Bon, bah, c'est cool et du coup, j'ai essayé comme ça. Du coup, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai commencé ça et ça m'a tout de suite plu parce que, bah, les pieds sont à l'air libre, ils respirent et en fait, c'est ultra agréable. Dans un premier temps, c'était déjà ça, c'était, la sensation de liberté de fou que ça procurait, avec cette légèreté aussi de la chaussure, enfin de la sandale, qui fait que, ouais, on a l'impression qu'on n'a rien aux pieds, quoi et voilà, en fait, ça c'est la première démarche, c'était ça, donc écologie, après la sensation de liberté et bah, du coup, dans un troisième temps, je suis revenu à, bah, tous les articles de la clinique du coureur pour justifier un peu, ce pourquoi de la sandale et parce qu'en fait, on me posait beaucoup la question: «Mais tu as pas peur de te blesser?» Bah, si, j'ai eu toujours peur de me blesser, mais comme, tout coureur devrait l'avoir, même en chaussures et bah, du coup, la clinique du coureur, au-delà de parler souvent de la chaussure minimaliste, ils parlent de, la transition, la progressivité. Ils mettent beaucoup plus ça en avant, en fait, que la chaussure. Nous, on retient la chaussure, mais ce qu'ils mettent vraiment en avant, c'est cette, progressivité à respecter, peu importe, comment on court et voilà, donc en fait, cette transition vers la sandale, ça m'a pris 9 mois pour faire une transition complète. Quand je dis que ça m'a pris 9 mois, c'est que alors je suis un coureur, à cette période-là, je courais 10 kilomètres par jour à peu près et j'ai redémarré à 500 mètres jour avec les sandales. Donc autant dire, OK. j'ai vraiment repris à rien et puis tout doux, que sur de la route. Après, j'ai commencé à aller un peu plus long, après aller un peu plus rapide, après aller sur des sentiers un peu plus engagés, donc soit en forêt ou en montagne et voilà et petit à petit, j'ai grimpé comme ça pour qu'à 9 mois, je retrouve, on va dire, le niveau que j'avais, au moment de la chaussure, quoi, quand j'étais en chaussures encore. OK. Heu, Quand on te demande si tu n'as pas peur de te blesser, c'est à quel niveau? C'est-à-dire, ça va être des blessures, plutôt tendineuses, musculaires ou ça va être des blessures, bah, de coupure, par exemple, si tu marches sur un bout de verre ou, Ouais, bon, ou autre? il y a de tout en vrai. Ouais. Souvent la question elle est en lien aussi avec le passif de ce coureur-là. S'il s'est fait mal au genou, il va dire: «Ah mais tu vas te faire mal au genou ou au dos» ou effectivement taper un caillou. En 2 ans de course à pied, j'ai tapé une fois un caillou. En fait, inconsciemment le cerveau il fait attention Ouais. et puis quand j'ai tapé le caillou, c'est que c'était, je m'entraînais de nuit, je faisais pas attention et clairement c'était clairement un manque d'attention, c'était pas. Heu, bon bref, voilà, ça arrive, c'est comme ça, mais c'était un peu impressionnant parce que ça saignait, mais au final quand ça saigne, je préfère que ça saigne plutôt que ce soit foulé quoi. Mais voilà, non, il y a un peu de tout, il y a effectivement au niveau des articulations, mais quand je leur explique qu'en fait la sandale, c'est contre-intuitif, mais ça me permet de me protéger vis-à-vis de ça. Encore une fois, hein, si on respecte tout l'aspect progressivité, hein, je remets ça en avant, mais le principe de la sandale, c'est de se rapprocher le plus possible de sa foulée naturelle. C'est quoi la foulée naturelle? C'est, bah, on enlève nos chaussures, on court sur de l'herbe ou sur de la route et on voit comment notre foulée est. Voilà, i sans en fait, sans interférence, avec notre foulée et on verra que, pour la plupart des gens, ce sera des plus petits pas, enfin la plupart des gens, c'est pour pas dire la totalité, mais ils vont faire des beaucoup plus petits pas avec une fréquence beaucoup plus élevée et être un peu plus sur l'avant du pied. Donc on pas forcément, pas forcément avant, ça peut être médio-pied, même un petit peu attaque talon quand la foulée va vite, mais c'est pour dire que quand le poids du corps vient sur le sol, ça s'abat pas sur le talon, mais plus sur le milieu ou l'avant du pied. Ouais, c'est un peu ça la foulée naturelle et du coup la sandale, ça se permet de s'en rapprocher le plus possible avec juste cette petite protection effectivement pour éviter les coupures. Mais encore
en se renseignant un peu sur les réseaux, il y en a, ils courent, pieds nus, même des trails, donc en fait, c'est possible. Voilà, c'était histoire d'avoir quelque chose aussi et je sais plus quel était le début de la question, mais donc ouais, en fait, la sandale, ouais, c'est se rapprocher le plus possible de cette, foulée naturelle et du coup, bah, qui dit foulée naturelle dit protection naturelle du corps face aux impacts au sol. Parce que mine de rien, la course à pied, c'est des chocs répétés et le problème d'une chaussure, on va dire traditionnelle maximaliste, c'est que vu qu'il y a de la protection, on va sauter un peu, ce que le corps met en place pour nous protéger et on va plus avoir tendance à avoir cette attaque talon et le problème de cette attaque talon, c'est que, ben, l'attaque talon, c'est comme si on se repoussait un petit peu en arrière, donc il y a une onde de choc, qu'on l'entend d'ailleurs quand on entend un coureur, ça va faire des gros clac, 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 clac. Bah, faut se dire que tout ce bruit-là qu'on entend et ben, c'est une onde de choc qui traverse tout le corps et au niveau des genoux, au niveau des hanches, au niveau du dos et c'est là que ça c'est ça qui fait les bobos du coureur, actuel. Chose que moi je n'ai pas, parce que je suis beaucoup plus sur l'avant du pied et j'utilise ce côté ressort, de ma foulée, avec, effectivement le tendon d'Achille, le genou qui travaille beaucoup, mais qui travaille dans le bon sens. Je veux dire, il y a pas de blocage, il y a pas d'interférence. Donc voilà, donc en fait, la sandale, elle protège quand même beaucoup au niveau pour les articulations, parce qu'on limite les chocs. Par contre, là où c'est un peu plus dangereux, c'est au niveau du tendon d'Achille. Donc quelqu'un qui a mal au tendon d'Achille, je lui conseillerais pas de passer aux sandales ou à la chaussure minimaliste. Là, ça a un intérêt d'avoir une chaussure. Quand je dis chaussure, chaussure maximaliste, chaussure traditionnelle. Mais quand on lit la clinique du coureur, ce qu'ils disent beaucoup, c'est que cette chaussure-là qu'on a actuellement, à la base, elle a été créée pour, en soins palliatifs quand quelqu'un avait une douleur au tendon d'Achille. Sauf qu'elle est devenue la norme pour tout le monde, sauf que tout le monde n'a pas un problème au tendon d'Achille, donc il y a moins cette, raison de devoir courir en chaussures, très amortissantes, quoi. OK. Est-ce que tu peux juste revenir sur les notions, minimalistes, maximalistes, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est? Ouais, alors pour regarder l'indice minimaliste, donc pareil, je vais reciter la clinique du coureur parce que, en fonction des vendeurs de chaussures, ils vont soit mettre en avant qu'un aspect comme le drop, très souvent ça a été vendu, le drop. En fait, la minimaliste, c'est encore une fois le moins d'interférences possible avec la foulée naturelle, donc ça s'explique par le drop, effectivement, donc le drop, c'est la différence, de hauteur entre l'avant de la chaussure et l'arrière de la chaussure. L'épaisseur de la chaussure, s'il y a de la protection, pronation-supination, voilà. Si d'accord, la flexibilité et le poids de la chaussure. Donc c'est sur cet 5 aspects qu'on note, on va dire, un indice minimaliste et plus ces notes sont, on va dire, basses, il y a le moins d'épaisseur, il y a le moins de drop et cetera, ben, l'indice minimaliste est de plus en plus élevé. Voilà. Une chaussure maximaliste, c'est qu'il y a surprotection de partout et le pied ne travaille plus, c'est plutôt ça le problème. Voilà, tandis que minimaliste, c'est, quoi, se rapprocher le plus possible de comme s'il y avait pas de chaussures, quoi. Voilà. C'est juste une OK, petite enveloppe qui est là pour protéger, justement des coupures plutôt que de tout le reste. OK. Donc tu nous dis que l'intérêt du minimalisme, c'est, avant tout donc de revenir à une foulée naturelle. Donc c'est un intérêt du point de vue santé. Est-ce que du point de vue de la performance, ça a un intérêt également? Bah, c'est un peu, ma démarche de cette année du coup, c'était de montrer que, OK, sur le côté bien-être, ça c'est bon, je l'ai. Par contre, ce que je voulais montrer, c'est que cette sandale, elle me permet d'être performant. Donc l'année dernière, c'était, de faire un long trail, parce que l'Infernal Trail des Vosges dont j'ai parlé, tout à l'heure, bah, je l'ai fait en sandales, les 215 kilomètres. Donc c'est bon, là, la longue distance, c'est validé et maintenant je voulais montrer qu'on pouvait aussi aller vite. Alors, est-ce que je suis plus performant en sandales qu'en chaussures? C'est très difficile de comparer parce qu'il faudrait que je fasse exactement la même course dans les mêmes conditions, une fois en chaussures, une fois en sandales, chose que je ne peux pas faire. Mais néanmoins, j'ai quand même descendu mes chronos qui étaient en chaussures, je les ai fait en sandales. Donc là, tu parlais du 10 kilomètres tout à l'heure, bah, j'avais un chrono référence à 35 minutes et quelques et là, je suis passé à 34 minutes en sandales et le semi, j'avais 1h17 et je suis passé à 1h14 et quelques. OK. Heu, donc c'est quand même des progrès significatifs.
Après de là à dire, courez en sandales, vous irez plus vite, non. Ce qui fait que je m'améliore, c'est surtout que je me suis entraîné différemment. Mais en tout cas, ça n'empêche pas d'améliorer mes chronos. OK. Du coup, prochaine étape, tu nous as dit, ce serait le marathon de Paris, où tu vas Ouais, essayer aussi de battre ton record, du coup? tout à fait. Mon premier marathon que j'ai fait, c'est mon record actuellement, qui est en 2h46 et là, je vais essayer de viser, bah, vu mes derniers chronos, peut-être 2h40. OK. Du coup, si tu as fait ton dernier semi, c'était assez récemment, me semble-t-il? C'était ce Il y a 2 week-end du coup, ce week-end, OK. donc on est le 6 mars, ouais, c'était il y a 3 jours. OK, donc tu restes sur des prépas assez courtes quand même pour, Heu, alors ouais, moi je fais des prépas sur 12 semaines. OK, En fait, le 10 kilomètres et le semi que j'ai fait, je l'intégrais dans ma préparation marathon. Le d'accord. but à la base, c'était pas forcément de battre mes chronos. Si c'était le cas, c'était cool, mais c'était plus en préparation du marathon. Donc ouais, je fais des prépas sur 12 semaines pour le marathon, sachant que, il y a, quasiment 12 semaines avant de mise, on va dire remise en forme, pour que quand j'arrive aux 12 semaines, je suis chaud, quoi. OK. Heu, Démarrer de rien et faire une prépa 12 semaines marathon, c'est trop court. Clairement, c'est trop court, mais vu que j'ai un bagage, course à pied assez conséquent, bon, bah, je peux me permettre de démarrer à 12 semaines, quoi. OK. J'imagine qu'il y a des sandales qui se prêtent, plus que d'autres à la pratique. Comment est-ce qu'on choisit justement ces sandales? Oui, effectivement, si on court avec les tongs, ça marchera pas. Donc il existe plusieurs marques. J'avoue que moi, je les ai pas tous testés. Quand j'ai démarré avec une marque qui s'appelle Xero Shoes parce que, ouais, c'est la première que j'ai trouvée, c'était pour essayer et maintenant je cours avec la marque Panta Sandales, qui fait, spécifiquement, du coup, des sandales pour randonner et courir. Donc je pourrais pas, faire un comparatif entre, toutes ces marques. La seule chose que je peux dire dans le choix des sandales, c'est, le plus important pour moi, c'est l'accroche au niveau de la cheville pour que ça tienne bien. À partir du moment là où ça tient bien, en fait, la semelle, peu importe ce qu'il y a en dessous, ce sera pas dangereux, ce sera plus ou moins épais, plus ou moins dur, plus ou moins rigide, plus ou moins flexible. Mais le plus important pour moi, c'est que ça tienne au niveau de la cheville et que le pied ne dérape pas. Parce que là, c'est un coup vraiment à se retourner la cheville, pas top. Et donc voilà, donc je courais avec la marque, Panta Sandales qui est, de ce que j'ai pu voir, ouais, sur mon petite analyse de marché, ouais, qui était la plus qui collait le plus en plus à mes valeurs parce que la sandale est faite entièrement en Europe. Il y a rien qui est fait, à l'autre bout du monde et ça, c'était important aussi pour moi, dans le choix des bah, quand je disais, ma transition, de chaussures vers sandales, il y avait cette conscience écologique et ça rentrait, complètement dedans OK. et pour préciser un peu plus, ça c'est aussi une question qu'on me pose souvent, c'est la sandale, quelle est la durée de vie? Clairement, beaucoup plus qu'une chaussure, hem, parce que là, j'ai une paire de sandales, ça fait plus de 2000 kilomètres que j'ai avec elle et je peux encore courir avec. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de chaussures là, je parle de sandales de trail. Parce qu'il y a plusieurs, ouais, il Ouais, y a je vais te plus demander, ouais. ouais, plus ou moins fines en fonction du trail ou de la route. Heu, voilà, et du coup, celles de trail, ça fait plus de 2000 kilomètres que je cours avec et je peux encore les utiliser sans problème. OK. Ah oui, Voilà. ouais, c'est déjà avant de faire 1000 kilomètres avec une paire de baskets, ouais, faut y aller Ouais. donc ouais, c'est Mais comme dit, en fait, vu qu'il y a moins de matos, il y a pas de et oui, ouais. le-mèche, il y a pas d'amorti, bon, bah, en fait, l'amorti, bah, vu qu'il y en a pas, on n'a pas de risque de le casser. À la limite que ça transperce la sandale, mais c'est des semelles Vibram, donc c'est ce qu'on a aussi sur les chaussures de course, donc c'est du costaud, quoi, OK. c'est pas rien, donc avant de la percer, faut avoir la volonté de casser la sandale, quoi. OK. Voilà. Et en termes d'adhérence en trail, tu as pas de soucis avec ça? Parce que c'est vrai que moi, en général, ce qui lâche en premier sur les chaussures de trail, c'est, les crampons qui sont plus bons. Heu, En termes de sandales, du coup, comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que tu as une bonne adhérence? Tu as pas Ouais. de soucis de glisse? Non, non, bah, c'est un peu comme les chaussures de trail pour le coup, c'est qu'il y a pareil des petits crampons dessous, qui sont, je trouve relativement costauds. Après, ce qui fait aussi en fait, comment dire?
Effectivement, ça va s'endommager aussi, ces petits crampons au fur et à mesure de la course, mais je trouve l'avantage de la sandale minimaliste, c'est que, bah, la semelle est très, très souple, donc en fait, il y a le pied qui s'adapte beaucoup plus au relief du terrain et donc effectivement, ça se dégrade, mais je pense beaucoup moins qu'une semelle rigide où, ben, rigide contre rigide, forcément, il va y avoir beaucoup plus d'étincelles que là, ça prend plus la forme. Donc voilà, peut-être que la dégradation se fait un peu moins vite, mais je pourrais pas non plus l'affirmer haut et fort, mais ouais, voilà. Et OK. en fait, vu que le pied travaille beaucoup plus que dans une chaussure fermée maximaliste, et du coup, bah, une partie des chocs, une partie des frictions et tout, c'est le pied qui le prend aussi en charge. D'où cette transition de 9 mois en fait que j'ai dû faire, entre autres. Bah, c'est ça, c'est renforcer ce pied, bah, ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. OK. D'ailleurs, si il y a quelqu'un qui nous écoute et qui aimerait justement, qui s'interroge sur cette transition, qui aimerait passer sur quelque chose de plus naturel, sur Mmh. pourquoi pas soit courir pieds nus, soit en sandales, tu lui conseillerais, qu'est-ce que tu lui recommanderais en termes de progressivité? Enfin, comment est-ce qu'on fait la transition de manière assez douce? Ouais. Alors ça va dépendre encore une fois de chacun, de sa condition physique, de, si ça fait longtemps qu'il court ou pas, s'il a des mauvaises habitudes ou pas. Donc, on va dire la durée, elle va dépendre de tous ces paramètres-là. Hem, Par contre, ce que je conseillerais, c'est de se démarrer vraiment tout petit. Limite trop petit et être trop bien, plutôt que l'inverse. Hem Et ce que je conseille en général, alors je suis très on va dire conservateur, ouais, prendre, ceinture bretelle, hein, parce que, vraiment je me suis blessé qu'une fois dans ma vie et j'ai pas du tout aimé ça. Donc, je préfère que ça prenne un peu plus de temps, mais de pouvoir, ne jamais me blesser, que, d'aller une fois trop vite et de le regretter pendant 4, 5, 6 mois, voire, plusieurs années derrière. Donc, ce que je conseille moi, c'est d'abord de courir sur de la route ou sur un terrain tout plat ou sur l'herbe, heu et faire, ben, potentiellement la première sortie 500 mètres avec, 1 km, 2 kilomètres et on augmente progressivement. Dans un terme de progressivité, souvent à l'entraînement, on parle de 15-20 entre chaque, soit chaque semaine, soit chaque sortie. Voilà, si on se donne à peu près cet ordre de grandeur, c'est pas mal. Donc d'abord d'augmenter progressivement les distances, donc ça va être en fait le temps plutôt que les distances, mais c'est un peu lié. Après d'aller un peu plus vite, donc de refaire plus court mais un peu plus rapide. Après d'aller un peu plus, sur des sentiers avec des branches, des petits cailloux et tout et en fait à chaque fois changer un petit paramètre mais tout petit, il y a pas besoin de faire, beaucoup. Hem, je crois que j'ai mis 6 mois avant de faire une sortie de plus de 10 kilomètres avec les sandales, voilà. Et autant que possible avec ces sandales, bah, c'est en course à pied, mais c'est aussi potentiellement à la maison. Au lieu de mettre les chaussons, ben, on met les sandales et on apprend à marcher avec. Moi, je les mettais, pour marcher dans la vie de tous les jours, ce qui m'a permis aussi de renforcer le pied, c'est des petits détails, hein, sauf que c'est des petits détails tout le temps qui font que le pied se renforce au fur et à mesure. Voilà. Du coup, c'est vraiment, mon conseil ce serait ça, petit à petit, pas se presser, pas aller vite. Le but en tout cas si cette démarche est adoptée, c'est rarement pour faire de la performance, mais plutôt pour du bien-être en course à pied et qui dit bien-être, qui dit prendre son temps, quoi. OK. Voilà. Donc aujourd'hui, j'imagine que tu as pas du tout envie de revenir en arrière, mais si Non. on imagine que si par exemple tu devais recourir en basket, du coup, tu pourrais pas le faire du jour au lendemain, j'imagine? Est-ce que parce qu'il y aurait peut-être une réadaptation du coup dans l'autre sens, donc À mon avis, potentiellement ce tu aurais serait des, ouais, à mon avis, ce serait pareil. En termes de progressivité, c'est pareil, parce que entre autres, bah, avec la chaussure, avec le confort de la chaussure, ça m'inciterait, à réattaquer plus talon et j'ai plus la peut-être cette musculature autour des genoux et tout pour protéger autant. Donc je pense que ce serait pareil en fait, j'aurais un risque de me blesser en allant trop vite avec des chaussures. Encore une fois, on parle de risque, hein, c'est pas une garantie 100, mais oui. Après, j'ai quand même une paire de chaussures de trail, faut pas cacher, parce que quand je fais une petite escapade en montagne et qu'il y a des névés par exemple, ouais, je suis content d'avoir une paire de chaussures qui me donc quand je fais des petites escapades comme ça, j'ai, une paire de chaussures dans le sac, mais ouais, je les mets, sur les mètres où il y a la neige et puis je les enlève et je remets les sandales derrière. Voilà. OK.
Tout à l'heure en off, tu me disais qu'il y a un gros challenge qui t'attend pour septembre. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agit? Alors, c'est un gros défi qui met à la fois, mon côté sportif en avant et ben, mon métier de coach préparateur mental. Donc c'est le GR1, boucler le GR1 en moins d'une semaine. Qu'est-ce que le GR1? Le GR1, c'est le Grand Tour de Paris. C'est 580 kilomètres, 7 000 de D+. C'est anecdotique le D+, mais cumulé sur la semaine, ça commence à être pas mal. Ouais, que je veux boucler en 7 jours. Du coup, ça fait 83 kilomètres jour pendant une semaine et que je veux faire du coup en autosuffisance, pouvoir le partager avec d'autres coureurs et en sandales. Voilà. OK. Et vu qu'il n'y a pas eu actuellement encore de FKT, donc Fastest No Time, ouais, pas de record en fait sur ce GR1, le but c'est d'établir le premier record comme ça. Donc pourquoi je dis que ça se cumule avec mon métier de préparateur mental, c'est que je mets tout le temps en avant l'équilibre bien-être performance au service de nos ambitions. Si on veut réaliser une performance, on est obligé de se sentir, enfin on est obligé. Si on veut durer dans le temps, dans la performance, on a besoin de se sentir bien au niveau de son énergie, au niveau de ses émotions, au niveau de son estime, qui on est, pourquoi on court, pourquoi cet objectif. Et je trouve ça tellement important et trop souvent négligé, que ce soit dans le monde du sport, mais aussi dans le monde de l'entreprise. On parle performance, 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 on oublie de se reposer, on oublie de bien manger, bien boire, bref, tout un ensemble. Et là, le fait que ce challenge dure quand même une semaine, bah, c'est mettre ça en avant. C'est montrer que, ok, on peut peut-être aller vite, on peut peut-être courir 200 bornes sur une course. Par contre, courir sur 7 jours et faire 80 kilomètres tous les jours, ouais, même sur 7 jours, s'il n'y a pas le bien-être derrière, ça craque, quoi. Donc le but, c'est de mettre ça en avant à travers ce projet, qui aura lieu du coup en mi-septembre. Donc le départ 8 septembre, juste après la fin des Jeux paralympiques. Ce sera ma petite transition de flamme. Euh, voilà. Et, euh, et pourquoi le GR1? Pourquoi j'ai choisi le GR1 et pas un GR en montagne ou un défi à l'autre bout du monde? C'est encore une fois cette conscience écologique. Je veux vivre une aventure, et quand on parle d'aventure, très souvent on pense à partir loin ou partir à la montagne en dépaysement total. Sauf que l'aventure, elle démarre déjà chez soi. Et je trouve que c'est une jolie image à montrer que voilà, on peut faire une aventure formidable juste aux portes de Paris. On m'aurait pas dit qu'une aventure ça démarre à Paris, mais voilà. Donc c'est un peu ça, et que sur le parcours, je passe par 50 gares directement reliées à Paris, et le but c'est quand même de le partager avec du monde. Du coup, ça permettrait à des coureurs et coureuses habitant Paris ou région parisienne de me rejoindre et faire un bout avec moi. Voilà. Du coup, tu comptes documenter cette aventure? Tout à fait. Donc là, au moment où on enregistre, j'ai pas encore commencé la communication, mais ça démarre dans 2 semaines. Du coup, quand OK. cet épisode sortira, ce sera tout bon. Donc je vais faire un vlog pour expliquer ma préparation, autant physique, logistique et tout l'aspect mental dont j'ai parlé un petit peu. Donc un vlog sur YouTube, on pourra retrouver objectif record sur le GR1, le petit hashtag, et qui aura sur les différents réseaux, donc LinkedIn, Instagram et Facebook. Heu, voilà, où je OK. relayerai les informations à ce sujet-là, et toutes les semaines, il y aura un petit brief sur OK. l'avancée. OK. Aujourd'hui, c'est quoi que tu appréhendes le plus Pour dans cette, ce pour ouais, ce pour ce défi-là, ouais. alors bizarrement, c'est pas du tout l'aspect sportif. Heu, OK, c'est challengeant, mais je m'en sens largement capable, et puis j'ai suffisamment d'expérience pour me dire, «Je vais y arriver», tout en sachant qu'il y a toujours un risque, mais globalement, c'est dans mes cordes. Non, le plus challengeant, c'est tout cet aspect logistique autour, notamment de la communication, et puis valoriser ce projet auprès d'entreprises. Ouais, c'est plus, mon challenge, il est plus là aujourd'hui. OK. Tu aimerais que ce projet ait quelle portée? Jusqu'où tu aimerais que ça touche des gens? J'aimerais me rapprocher de plus en plus des entreprises, donc notamment par des conférences, ou travailler directement avec eux, justement sur cet aspect équilibre bien-être performance. Donc
Que ce soit une animation, d'un team building ou, même travailler avec une équipe sur le long terme, ce qui me ferait vr ce que j'aimerais vraiment, vraiment, c'est, organiser un challenge sportif avec une entreprise et ça sur plusieurs mois. Je sais pas moi, ça peut être n'importe quel de défi. On parlait pas tout à l'heure du Monopoly, ça peut être un défi comme ça. Mais, voilà, un truc qui fasse vibrer cette entreprise et les accompagner tous, que ce soit à titre collectif, individuel, pour ce projet sportif et faire tout ce parallèle qui est intéressant entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. Ouais. À long OK. terme, c'est ça qui me c'est, la première marche avant ça, quoi. Voilà. OK. Tu nous parlais du pourquoi tout à l'heure. Est-ce que, toi, c'est toujours une question que tu as en tête avant chaque départ? Ou est-ce qu'il y a des moments où tu t'es un petit peu égaré, où tu as un peu perdu ce pourquoi justement? Alors, grâce à mon expérience de préparateur mental, j'essaie d'appliquer les outils que je que je présente à mes coachés. Du coup, le pourquoi, je le réfléchis, beaucoup en amont. Hem, Au moment du départ de la course, c'est plus le moment de se poser la question, pourquoi je suis là? Hem, donc moi, souvent, je prépare ma saison sportive, 1 an à l'avance. Donc, ouais, à partir d'octobre-novembre, je commence à réfléchir sur l'année d'après et je me pose 3 gros jalons dans l'année, 3 gros objectifs. Après, il y en a d'autres qui vont se rajouter, mais globalement, ceux qui se rajoutent, c'est pour, en préparation du gros objectif. Et oui, je réfléchis toujours au pourquoi je veux faire cette course. Donc cette année, il y avait il y a toujours le marathon de Paris, l'ultramarin que je vais faire le 175 en juin et après il y a ce défi en septembre, l'objectif record sur le GR1. Donc j'ai posé ces 3 jalons-là et après tout le reste, arrive et le pourquoi de cette année, c'est, marathon, c'était battre mon record. L'ultramarin, c'est qu'il y a des trails en Bretagne. J'habite en Bretagne et je fais des trails dans les Alpes. Je me dis: «C'est bête». Du coup, voilà, je voulais participer à la plus grosse course de Bretagne de trail et l'objectif GR1, on a déjà commencé à parler du pourquoi, mais voilà. Heu, mais oui, pour moi, c'est essentiel, particulièrement pour des courses longue durée. Si on sait pas pourquoi on est là, si le pourquoi est pas assez fort, dès que ça va craquer, physiquement, mentalement, émotionnellement, il y a rien qui va se raccrocher. Parce que là, le plaisir de courir, ça suffit pas, hein. Quand on est à 30 heures de course, en pleine nuit, qu'il pleut, non, le plaisir de courir, il y a plus. Du coup, il faut quelque chose de plus grand. OK. Sur une échelle plus longue, on va dire sur les années à venir, est-ce qu'il y a, un pourquoi justement que tu aimerais réaliser au travers d'un défi ou quelque chose qui est encore au stade d'idée, mais que tu as pas encore forcément, concrétisé ou? Hem, alors, je démarre avec le GR1. Il y a peut-être un petit fil rouge qui s'écrit derrière, c'est potentiellement valider tous les GR de France, avec mes sandales. Heu Mais bon, il y a certains GR, ils sont loin. Du coup, voilà, mais potentiellement le GR1, c'est une première étape. Ou on verra, mais j'ai plusieurs petits défis en tête. Ça, c'est à titre individuel, mais je pense que plus le temps va avancer et plus j'aurai envie de partager des moments de course avec d'autres coureurs ou coureuses, avec des groupes de coureurs et puis les aider à aller, atteindre leurs objectifs à eux. Là, je le fais, actuellement pour moi beaucoup, parce que j'ai envie de pousser toujours un peu plus loin où est-ce que je peux aller et que ça à la fois ça me fait plaisir et à la fois ça me donne une légitimité pour la suite et si moi j'ai été capable de faire des trucs très gros, faire moins gros mais et du coup, en fait, le challenge sportif ne devient plus, un problème pour moi, mais par contre le challenge vient aider cette personne-là. Voilà. Que si chez moi je suis déjà ric-rac, aider quelqu'un alors que moi je suis ric-rac, pour moi c'est compliqué. Enfin, je vois pas trop, j'aurais du mal, quoi. Voilà. OK. Mais il y a pas une course en particulier qui me fait plus vibrer que les autres. À un moment donné, il y avait la Diagonale des Fous et plus j'y réfléchis, plus je me dis: pareil, si j'y vais, c'est pas en avion, quoi». Ouais. Donc je suis en train, au fur et à mesure, de me dire: peut-être que je la ferai jamais ou je la remplacerai par un autre challenge». On OK. laisserait le temps au temps. OK. J'aimerais savoir toi un petit peu jusqu'où s'étend finalement cette notion de minimalisme? Parce que j'ai l'impression que c'est pas juste quelque chose, voilà
que tu appliques, dans le running. Ça a l'air d'être quelque chose de plus grand, quelque chose Ouais, qui t'anime dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? ouais. Bah, en fait, déjà, moi, pour moi, la course à pied, c'est pas qu'un sport, c'est une façon de montrer qui je suis dans la vie de tous les jours. Donc ça s'explique avec les sandales, donc par ce côté minimaliste, mais aussi dans, effectivement, ma vie au quotidien. Hem Et donc j'ai habité Paris, j'ai beaucoup aimé, j'ai travaillé avec des collègues qui étaient très cool et tout, mais j'avais une perte de sens parce que même si on produisait de l'énergie plus verte, on te produisait toujours plus et dans ma tête, j'étais de plus en plus à, bah, tout ce qu'on produit pas, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de ou une énergie qu'on n'a pas besoin de conserver, voilà. Donc il y a beaucoup de choses où parfois un petit peu à l'excès, là, j'avoue que même pour les travaux, parfois j'essaie de pas utiliser une machine, heu, voilà, qui a besoin d'essence ou d'élec et de faire le truc à la main. Bah, je comprends bien, hein, la machine, c'est quand même bien pratique. Mais voilà, en fait, c'est ouais, il y a 2 poids, 2 mesures. C'est des fois, la machine c'est bien, mais c'est un maximum de faire, ce que je peux faire de mes mains sans utiliser de l'énergie extérieure fossile ou en tout cas, qui est pas renouvelable, après il y a aucune énergie qui est complètement renouvelable, mais voilà, je trouve que c'est, déjà, c'est un challenge de vie que je trouve intéressant et en plus, si ça fait du bien, à la fois pour la planète et pour mon bien-être, ben, c'est cool. Dans les petits exemples, pour donner des exemples du quotidien, bah, déjà la maison, le but c'était, de faire une maison en Bretagne, il y a beaucoup d'associations pour refaire des maisons telles qu'elles existaient à l'époque, enfin la manière de construire, donc avec de la terre, donc pas avec des ciments, du béton qui viennent, et qui utilisent plein de produits. Donc voilà, c'est de faire un truc, plus proche de la terre, me déplacer un maximum avec les transports en commun, le vélo ou à pied et pas la voiture. Voilà, c'est des petits détails, mais qu'on entend partout, hein, mais j'essaie de les mettre vraiment en application parce que malheureusement, trop souvent, je vois, oui, il faudrait faire ça, mais si les autres le font pas ou si les grandes entreprises le font pas, je le fais pas, quoi. C'est sauf que non, je suis pas d'accord avec cette, mentalité-là. C'est chacun à son niveau, qu'est-ce qu'en termes de minimaliste, on peut déjà mettre en place? Enfin, si on regroupe ça sous ce côté minimaliste, mais si l'écologie, c'est un sujet, ben, voilà, déjà voir, ce que chacun peut faire de son côté et puis si de plus en plus de monde, réagit comme ça, ben, forcément les politiques et les entreprises vont faire de même après. Enfin, c'est comme ça que je vois la chose. Ouais, je te rejoins là-dessus, c'est, principe du colibri, à chacun de chacun Voilà, de faire sa part. ouais, tout à fait, ouais. Toi, est-ce que tu as, des projets entrepreneuriaux sur le long terme qui viseraient justement soit à œuvrer en faveur d'une transition écologique, soit, je sais pas, par exemple, une marque de sandales éco-responsables? Est-ce que tu aurais des projets un petit peu, comme ça en tête? Bah, les sandales, pour l'instant, je suis très satisfait du coup des Panta Sandales où je suis ambassadeur de leur marque du coup, heu, c'est OK. que parce que je rejoins complètement leurs valeurs. Tout ce que je dis là, ils le font déjà du coup, donc très bien. Non, je pense pas, me lancer dans de la sandale plus écolo encore, à part apporter, mes retours d'expérience avec leurs produits. Hem, non, bah, ça va être dans la continuité de ce que je présentais tout à l'heure, entre préparer des défis sportifs avec des entreprises. Parce que pour moi, le sport, c'est un très bon vecteur pour parler de ces sujets-là aussi. Voilà, mêler le sport, l'écologie, le bien-être, autant de la planète que le nôtre et cet équilibre bien-être performance, en fait, il est valable dans le sport, il est valable dans l'entreprise. Ouais, c'est mettre tout ça en place à chaque fois. Donc au début, je vais peut-être plus aborder via le sport parce que c'est ce que je maîtrise le mieux et après m'orienter avec des organismes parce qu'il en existe déjà, pour intégrer aussi ce côté écologique en plus. J'ai pas de plan spécialement en tête, je vais déjà me focaliser sur celui de septembre, qui est assez gros et on verra après. Heu, voilà. OK. Est-ce qu'il y a des choses dans le monde du sport qui t'irritent ou que tu aimerais changer, que tu trouves, encore aberrant, qui existent? Bah, déjà, pour un sport qui se veut plus proche de la nature, donc le trail, entre autres, bah, malheureusement, je trouve que de un trailer qui va faire tous les trails de la planète en se déplaçant en avion et qui prône protéger la nature, ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu. Ils le sont pas tous. Il y en a qui font beaucoup d'efforts, et d'ailleurs, c'est les trailers que je préfère regarder. Ouais, c'est ça un peu et
il y a entre le message et ce qui est vraiment fait derrière et ouais, ça m'irrite un petit peu. En fait, le côté faux parce que ouais, c'est ouais, le côté faux. OK, Mais du sport, ouais, voilà. OK. Après, je vais pas tout mettre à la poubelle non plus parce que ces sportifs-là, ils sont regardés, ils sont écoutés, donc si ça permet aussi à d'autres gens d'au moins que le message, il résonne chez tout le monde, c'est déjà très bien, mais pour moi, c'est pas assez. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a à l'inverse, est-ce qu'il y a des personnes justement qui t'inspirent, que ce soit des sportifs ou autres? Oui, il y en a un que j'ai contacté récemment, qui est pas forcément connu dans le monde du sport, mais dans le monde de l'écologie durable, sport durable, Nicolas van den Elsken, que je OK. t'invite à interviewer si jamais, tu as l'occasion, qui a fait aussi beaucoup de défis sportifs avec cette conscience écologique derrière. Il a battu le record du GR34, donc le Tour de la Bretagne, pour sensibiliser à la montée des eaux, par exemple. Ça, je trouve ça ultra impressionnant, ultra inspirant. Il y en a d'autres, j'ai perdu les noms parce que ouais, j'ai du mal avec les noms. Lui, je m'en souviens parce que c'est le dernier que j'ai contacté. Hem, Ouais, c'est marrant, mais j'ai eu Guillaume, de l'Istrac, juste avant toi. J'ai enregistré d'accord. un épisode avec lui et il m'a parlé de ce gars-là, donc je pense que ouais, je Ouais, pense ouais, que je vais bah, essayer de le recevoir, mais il a fait le GR l'année dernière du coup et puis il a sorti sa vidéo YouTube, du projet, il y a pas longtemps. Du coup, ouais, je pense qu'il y en a pas mal qui vont en entendre parler, prochainement. avant de passer aux 3 questions de la fin, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais aborder ou un message que tu aimerais faire passer? Hem, Ce serait la petite phrase que je répète, tout le temps, «Réussir sa vie, c'est rendre son monde plus sexy» et qui est un condensé de tout ce qu'on a parlé. Heu, le côté sexy, c'est un peu provocateur, mais ce que j'aime bien dans le mot sexy, c'est que ça attire, on a envie d'y aller et rendre son monde plus sexy, c'est, bah, voir un avenir meilleur et qu'on soit acteur de cet avenir meilleur et donc voilà, je pense que c'est possible et puis je pense que c'est possible et on va y arriver. Mon positivisme et non et puis c'est beaucoup plus plaisant de vivre, comme ça plutôt que d'avoir peur du futur. Heu et pour moi, bah, réussir sa vie, je dis bien réussir sa vie et pas réussir dans la vie. Heu, réussir dans la vie, il y aurait une norme. Réussir sa vie, c'est juste être content de ce qu'on a fait et pour moi, c'est, bah, rendre son monde plus sexy. Voilà. Bah, tu as répondu. J'allais te demander justement c'est quoi réussir sa vie, Voilà. j'allais te demander moi. Du coup pour conclure cette interview, j'ai 3 questions rapides à te poser. Donc la première, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie? Heureusement que j'ai vu les épisodes avant, du coup, je hem, alors je dirais qu'il y en a un particulièrement, un passage, c'est le du livre Sapiens de Yuval Noah Harari, voilà, j'ai le livre pas loin. Et c'est un passage où il parle de la différence entre, quelque chose d'objectif, de subjectif et d'intersubjectif. L'objectivité, c'est prouvé scientifiquement. En fait, la gravité, c'est comme ça. Voilà, quelqu'un dit: «Je crois pas en la gravité», non. Heu, la subjectivité, c'est un avis personnel. Par exemple, ma couleur préférée, c'est le rouge. C'est vrai, mais pour moi, mais pas pour les autres. Et après, il y a l'intersubjectivité, c'est, si toi et moi, on est d'accord que la couleur rouge, c'est la plus belle des couleurs et quelqu'un arrive et dit: «C'est le bleu», bah, nous on est OK que c'est la couleur rouge et on a l'impression que c'est objectif. Sauf que ça l'est pas, parce qu'il y a rien dans la nature qui définit ça. Et ce passage-là, il m'a fait remettre en question beaucoup de choses, su dans notre quotidien, qu'on croyait objectif, qu'on croyait, n que c'était la norme et qu'en fait non, il y a rien qui le dit. C'est, dans la société où on s'est dit: «C'est comme ça que ça marche». C'est ça qui m'a fait basculer vers la sandale minimaliste, parce qu'au début tu dis: «Mais il est fou, pourquoi il fait ça? On doit courir en chaussures». Non, ça fait 50 ans qu'on court en chaussures, avant, on courait avec des chaussures, mais pas les chaussures qu'on a actuellement, donc non et sur plein d'aspects, voilà et je dirais que c'est ce passage du livre qui m'a le plus inspiré sur tout le reste pour me remettre en question à chaque fois sur, qu'est-ce qu'est-ce qui est objectif et qu'est-ce qui est intersubjectif et est-ce que je me remets en question ou pas sur ce sujet-là? Est-ce que je suis d'accord ou pas?
et puis je fais en fonction. Ok, ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, en parlant de livres, on n'a pas parlé, mais quand on parle de course en sandales, il y a un livre qui vient immédiatement à l'esprit, Oui, Born to Run, et c'est vrai que toi, c'est un livre que tu as découvert après t'être mis ouais, aux sandales, me ouais, ouais. semble-t-il, ouais. Ouais, Ok, c'est vraiment la clinique du coureur dans un premier temps, et Born to Run, j'avais déjà commencé la transition et je l'ai lu. Ça m'a confirmé et ça m'a donné d'autres points de vue pour justifier ma démarche, mais oui, ça arrivait après. ok. Ouais, moi, c'est vraiment à travers ce livre-là, justement, que j'ai découvert un petit peu cette philosophie, Mhm. et ouais, ça me tente de plus en plus aussi de, de faire la transition. Bah écoute, Euh, c'est avec plaisir si tu as des questions. Bah, Ouais. j'y manquerai pas. Mm. Deuxième question, quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi? Euh, je dirais c'est d'avoir inspiré des gens à changer quelque chose. Donc un peu tout ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas me copier, ça je m'en fiche, mais c'est dans l'état d'esprit d'avoir aidé quelqu'un à passer le pas et à avoir changé quelque chose et qu'elle ait du coup gagné en bien-être ou en performance derrière. Parce que de mon point de vue, j'ai l'impression de pas dire trop de bêtises. Que voilà, j'espère avoir été la petite étincelle qui a permis à certaines personnes d'accomplir des choses qu'elles pensaient pas pouvoir faire. Ça, ce serait quelque chose de trop cool. Voilà. Que ce soit à Ok, petite échelle ou grande échelle, je m'en fiche. Déjà à petite échelle, c'est déjà très bien. ok. Et troisième question, est-ce que tu aurais une anecdote de sport à nous raconter? Ouais, alors ce serait une double anecdote. C'est l'abandon en course. Euh, c'est c'est pas forcément négatif. Euh, ouais, et j'aime beaucoup le côté résilience dans le sport. On dit bah, même quand c'est dur, on continue, on n'abandonne pas. Sauf que parfois c'est nécessaire. J'ai fait 2 abandons moi de course. Un lors de ma première tentative de l'Infernal Trail de 100 bornes et l'année dernière quand j'ai tenté l'UT4M. Le premier, c'est un abandon qui me reste en travers de la gorge parce que j'ai pas abandonné pour les bonnes raisons. Ouais, il pleuvait, c'était dans la nuit, j'étais parti trop vite. Bon, ok. Mais j'étais largement en avance sur les barrières horaires et j'aurais pu prendre le temps de dormir, prendre le temps de bien manger, de me réchauffer et repartir. Et j'ai préféré abandonner. Tandis qu'à l'UT4M, je commençais à avoir mal au genou. Et plutôt que de dire je continue coûte que coûte, je dis bon, je préfère m'arrêter. De toute façon, j'ai un objectif encore derrière. Ça sert à rien de se flinguer juste pour finir la course et repartir. Donc voilà, être résilient, continuer même quand c'est compliqué, ok, mais savoir aussi s'écouter et savoir abandonner. Parfois, c'est nécessaire de faire un pas en arrière pour repartir de l'avant. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Je pense que c'est peut-être même encore plus difficile dans le second cas d'accepter d'abandonner quand c'est vraiment nécessaire. Je pense que c'est vraiment, ouais, Mmh. c'est vraiment un exercice qui doit pas être facile, ouais. Eh ben écoute, merci Nicolas pour ce moment. Mmh. Pour terminer, est-ce que tu as des liens à partager pour nos auditeurs, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur toi? Ouais, bah, du coup, sur les différentes plateformes, Nico Angers Coaching, que ce soit Instagram, Facebook. LinkedIn, c'est Nicolas Angers-Muller, mon prénom, nom. Et sur YouTube, pareil, Nico Angers Coaching, où voilà, bah, j'ai déjà des vidéos en place, mais il y aura les vidéos pour l'objectif record GR1 qui auront démarré. Voilà, je suis assez réactif quand on m'écrit un message sur ces plateformes. OK. Bah, sur ce, je te remercie. Je te souhaite une bonne journée et beaucoup de réussite pour la suite. Merci beaucoup. Bonne journée à toi aussi. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est de prendre 2 minutes pour vous abonner et laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast et ou votre plateforme d'écoute préférée. Si vous nous regardez sur YouTube, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça aide au référencement. Je compte sur vous, c'est important, surtout au démarrage, donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast Peace and Flow.